Bonjour à tous. Ce soir, nous vous racontons une histoire qui pourrait bien vous toucher plus près que vous ne le pensez. Imaginez. C'est le calme plat, peut-être êtes-vous blotti dans votre lit ou assis dans votre fauteuil préféré. Mais que se passerait-il si les personnes en qui vous aviez le plus confiance, celles en qui vous avez mis toute votre âme, se retournaient contre vous? Et si votre amour, vos sacrifices, étaient perçus non pas comme une force, mais comme une faiblesse? Tu ne survivrais probablement pas à une telle trahison sans changement. Moi, je ne l'ai pas fait. Alors, avant de vous sentir trop à l'aise, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment concerné par ce que je fais ici. Et n'hésitez pas à indiquer votre ville et l'heure locale dans les commentaires. J'adore voir d'où chacun regarde la vidéo. Maintenant, éteignez les lumières. Allumez un ventilateur pour créer un bruit de fond apaisant. Et c'est parti. Ce soir, je m'appelle Margaret Pierce, mais la plupart des gens ici me connaissent simplement sous le nom de Maggie. J'ai 58 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise en près de 6 décennies sur cette terre, c'est que l'amour peut être le plus cruel des professeurs. Voyez-vous, je croyais savoir ce que signifiait le sacrifice. Je croyais comprendre ce que signifiait donner sa vie pour son enfant. Mais rien ne m'avait préparé à la dure réalité, votre enfant pourrait grandir et vous considérer comme un simple obstacle. Pendant 30 ans, toute mon existence a tourné autour de mon fils, Ryan. J'ai tout abandonné pour lui, des nuits blanches à travailler en double, des matins matinaux pour m'assurer qu'il ne manque de rien. J'ai payé ses études, ses frais médicaux, ses vêtements. J'ai même renoncé à mon mariage pour que Ryan ait une meilleure chance dans la vie. Mais la vie a la fâcheuse habitude de vous frapper au visage quand vous vous y attendez le moins. C'était un mercredi après-midi, un de ces jours gris et chargés de ciel. Je venais de rentrer à la maison, enfin, l'heure chez Ryan et sa femme Britney. Je suis entré, la valise à la main, le cœur plein d'angoisse. J'étais prêt à annoncer la nouvelle, je ne travaillais plus pour Miss Carter. C'était mon employeur, la femme dont je m'étais occupé toutes ces années. Je n'avais même pas encore atteint le pourquoi quand le visage de Ryan se durcit, ses yeux s'assombrirent et sa mâchoire se crispa. « Pourquoi as-tu soudainement démissionné ?» Sa voix était sèche, arrachant net ma petite bulle d'espoir. Ce boulot était à $8 000 par mois. Quoi, tu comptes juste rester les bras croisés, maintenant? Profitez. Ce mot m'a frappé comme une claque. Comme si tout ce que j'avais fait, les années de sacrifice, l'amour, les heures de travail ne signifiaient rien. J'aurais pu craquer sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. Une partie de moi pensait, peut-être qu'il est juste stressé. Et la famille de Britney l'a toujours méprisé, moi aussi. Sa mère, Linda, enseigne à l'université. Son père est un A de la mairie. Pour eux, le mariage de Britney avec Ryan était une œuvre de charité. Et Britney? Elle a adopté leur attitude comme si cela faisait partie de ses vœux de mariage. Toujours des remarques désobligeantes sur son salaire, mes origines, le fait que nous soyons inférieurs à eux. Mais je pensais une fois qu'ils l'auraient découvert, une fois qu'ils savaient à propos de l'héritage, tout changerait. Mademoiselle Carter, que Dieu la bénisse, m'a laissé $8 millions. Non pas parce que je l'ai supplié. Non pas parce que j'ai manigancé. Mais parce qu'elle me respectait. Parce que je gagnais il. Je ne leur avais pas encore dit. Je suppose que, je voulais d'abord voir leur vrai visage. Alors, j'ai souri, j'ai surmonté la douleur et j'ai essayé de changer de sujet de conversation. Tu n'avais pas dit que Britney prévoyait de tomber enceinte bientôt? J'ai pensé revenir plus tôt. L'aider. La soutenir pendant sa grossesse, peut-être même l'aider avec le bébé après. Le visage de Britney? Glacé. Elle s'est moquée. La récupération postpartum nécessite professionnel, je m'en fiche, dit-elle, comme si j'étais de la poussière sous ses talons de créateur. Tu étais quoi, femme de ménage? Qu'est-ce que tu en sais? Avant que je puisse répondre, Linda est intervenue. Sa voix était douce et collante. Faux. Prendre soin d'un nouveau-né, ce n'est pas des couches et des biberons, Maggie. C'est une science. Il faut de l'entraînement. Ce n'est pas du travail d'amateur. Ils avaient tout répété. Comme un spectacle de Broadway, plein de condescendance. J'entendais presque les applaudissements dans leur tête. J'ai esquissé un sourire crispé et amer. Je connaissais ce scénario par cœur. Il me voyait toujours comme elle est de la servante. La femme qui n'appartenait pas à ce monde.
D'accord, dis-je d'une voix calme. Si tu t'en occupes, je ne marcherai sur personne. Linda leva les yeux au ciel, toujours aussi satisfaite. Bien sûr. Mais tu t'occuperas quand même de la nounou et de l'infirmière. Je m'occuperai des embauches. Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Ma bouche s'assécha. Mais Ryan, oh, il a sauté dessus, tout impatient. Exactement, maman. Tu n'aurais pas dû quitter ce travail. On a des dépenses qui s'accumulent. Tu devrais continuer à travailler. Et c'est là que le brouillard s'est levé. C'est là que tout cliquait. Ils ne voulaient pas que je rentre me reposer. Ils voulaient mon salaire. Je n'étais pas un maire pour eux. J'étais un distributeur automatique de billets. J'ai redressé les épaules et je les regardais dans les yeux. J'ai 58 ans. Je pense qu'il est temps que je prenne ma retraite. Britney laissa échapper un rire sec et amer. Retraité? Tu n'as même pas de pension, Maggie. Tu prends ta retraite avec quoi, depuis? Ces mots ont eu un impact plus fort que prévu. Rechercher une pension. Mais j'ai dépensé chaque centime pour eux. Ils ont remboursé leurs prêts immobiliers, acheté leurs courses et payé leurs factures. Et maintenant, tout cela m'était renvoyé à la figure, comme si j'étais un imbécile. Britney ricana. De toute façon, tes revenus étaient dérisoires. Tu aurais dû mieux planifier. Ryan haussa le ton. Ça suffit. Tu la stresses. Britney essaie de tomber enceinte. On a plus que jamais besoin d'argent. Tu es encore en pleine forme. Tu peux travailler encore 20 ans. 20 ans. Les mots m'ont vidé. Après tout, chaque nuit blanche, chaque dollar gagné, je n'étais toujours qu'une source de revenus. Mais je l'ai vu maintenant, les mensonges, la manipulation, les promesses édulcorées de « nous prendrons soin de toi un jour ». Juste des mots. Des mots pour me faire tourner en bourrique. J'ai stabilisé ma voix. Ferme. Inébranlable. Je prends ma retraite. C'est définitif. Le visage de Linda changea. Une fissure dans sa suffisance. Sa voix s'adoucit, reculant. Écoute, Maggie. Sois réaliste. Il n'y a pas de place pour toi ici. Mais, il y a une solution. Mon intestin s'est tordu. Une famille aisée recherche une aide à domicile. Bon salaire. Logement et repas inclus. Vous avez déjà fait ça. Britney intervint, tout excitée. Super idée. Tu pourrais nous aider financièrement. C'est gagnant-gagnant, non? Mon visage s'est durci. J'arrête. Je ne retournerai plus travailler chez qui que ce soit. Le sourire de Linda s'évanouit. Son regard devint froid. Perçant. Eh bien, il y a une résidence pour personnes âgées à proximité. Tu pourrais y travailler au aide-cuisinier, concierge, au moins, tu ferais ta part. Britney hocha la tête. C'est bien plus raisonnable. Arrête de t'attendre à ce qu'on te porte. La rage bouillonnait, mais je restais calme. J'ai regardé Ryan, mon fils. Tu penses vraiment qu'envoyer ta propre mère frotter les sols dans une maison de retraite est acceptable? Il a évité mon regard mais a continué à faire semblant. Sois réaliste, maman. Tu as toujours dit que tu voulais être indépendante. N'est-ce pas, digne? Et puis, juste devant moi, il a composé le numéro. Le montage final. Le garçon pour qui j'ai tout sacrifié, impatient de me pousser dehors. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Je restais là, à regarder le pouce de Ryan survoler le bouton de la molette. Son regard était perçant. Son visage était indéchiffrable. Comme si je n'étais plus sa mère, juste un désordre gênant qu'il devait nettoyer. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis très longtemps. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai même pas demandé d'arrêter. Au lieu de cela, j'ai pris ma valise, celle que j'avais ramenée à la maison en pensant qu'elle signifiait « Je suis là pour vous aider ». Je redressai mon dos, le regardai droit dans les yeux et dis, calme comme une tempête silencieuse. Si c'est ce que tu es devenu, Ryan, alors je suppose que je ne t'ai jamais vraiment connu. Britney renifla dans sa barbe. La reine du drame, murmura-t-elle. Mais je l'ai ignoré. J'ai ignoré tout entre eux. Je me dirigeai vers la porte.
Chaque pas était plus sûr que le précédent. Et juste au moment où j'attrapais la poignée, la voix de Linda claqua comme un fouet. « Tu es sa mère, Maggie. Tu es censé être responsable de son avenir. Tu ne peux pas partir comme ça. » Je me suis retourné et j'ai posé mon regard sur elle. Responsable? Je suis responsable de Ryan depuis 30 ans. J'ai sacrifié mon mariage, ma santé, mon avenir juste pour lui donner une vie. Qu'est-ce que tu veux que je perde ensuite? Ma dignité? Britney sauta à l'intérieur, les bras croisés, les yeux plissés. Tu l'as élevé. Et maintenant tu veux t'en laver les mains? C'est incroyablement égoïste. J'ai presque ri. L'audace. Le nerf de ces gens. Ils avaient tellement déformé la réalité qu'ils ont cru à leurs propres absurdités. Tu sais, dis-je froidement, pour un professeur d'université et une famille de gros bonnets du gouvernement, tu as certainement raté quelques leçons de vie fondamentales. L'obligation légale d'un parent prend fin lorsque son enfant atteint l'âge de 18 ans. Moi? J'y suis allé point au-delà de tout point, mais il y a une limite, ma chérie. Même en amour. Le visage de Ryan s'assombrit. Sa voix s'éleva, aigre de frustration. Ce n'est pas ça, être parent. C'est comme essayer de te racheter. Tous les malheurs de ma vie, c'est à cause de toi. Tu me dois ça à vie. Ce ne sont même pas les mots qui m'ont brisé. C'était le venin. Le ressentiment profond dans sa voix. Et puis il l'a dit. Avez-vous demandé quand as-tu décidé de me mettre au monde? La pièce devint silencieuse. Ma main s'est figée sur la porte. Je me suis retourné lentement. Et je l'ai étudié comme un étranger. Je le voyais pour la première fois, et quelque chose en moi a finalement craqué. Peut-être que j'avais fini. Tu veux vraiment y aller, Ryan? Dis-je doucement, d'une voix si froide qu'elle givrerait les vitres. Peut-être que tu devrais demander à ta mère biologique à ce sujet. Son front se fronça, la confusion traversa son visage. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je n'ai pas attendu qu'il me rattrape. J'ai attrapé ma valise, je suis sorti et je les ai laissés là, la bouche grande ouverte comme des poissons cherchant de l'air. J'ai à peine atteint l'ascenseur que les cris ont commencé. Tu renies ton propre fils? Tu n'es même pas humain. Ne sois pas trop fière, Maggie. Quand tu seras vieille, malade et désespérée, voyons jusqu'où cette indépendance te mènera. Personne n'embauche une femme déchue de ton âge. Tu reviendras en rampant. Notez mes mots. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, la tête haute, les yeux vers l'avant. Tu vois, il pensait que je n'avais rien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais tout. La maison dans laquelle il vivait, achetée avec mon sang, ma sueur et mes larmes. L'acte de propriété leur appartient légalement, certes, mais les 8 millions de dollars déposés dans un fonds fiduciaire? C'était à moi. Tout à moi. Il ne pouvait pas le toucher. Je ne pouvais pas le tordre. Je n'ai pas pu le voler. J'ai pris cet ascenseur pour descendre, chaque étage étant un pas plus loin de la femme qu'ils essayaient de briser. Au moment où je suis arrivé dans le hall, je n'étais plus la même personne qui était entrée ce matin-là. J'ai appelé un taxi, réservé une chambre dans l'hôtel le plus cher du centre-ville et me suis enregistré sans cligner des yeux. Quelques heures plus tard, j'étais assis dans la suite Pentouse, un verre de vin à la main, les lumières de la ville s'étalant sous moi et mon téléphone collé à mon oreille. Monsieur Daniels, j'ai salué l'avocat à l'autre bout du fil, il est temps. Commençons le bal. Au cours de la semaine suivante, j'ai visité tous les quartiers haut de gamme de la ville. Villas de luxe, communautés fermées, sol en marbre, grands escaliers, patios ensoleillés. Mais rien ne semblait vraiment aller bien. Pas encore. Jusqu'à ce que j'entre dans The Ridge à Cedar Heights. L'endroit était d'une élégance pure et sans complexe, allées sinueuses, sécurité privée, fontaine scintillant sous le soleil. Il a pratiquement murmuré, « Tu as réussi. » Je suis entré dans le bureau de vente, prêt à parcourir. Et le destin, eh bien, elle avait un sens de l'humour diabolique. Parce que debout là, presse-papier à la main, son sourire poli s'estompant au moment où elle m'a vu, il y avait Chloé. La nièce de Linda. Le cousin de Britney. Nous nous étions déjà croisés lors de réunions de famille. Je me souvenais d'elle, des cheveux brillants, des talons chers et le genre d'arrogance qui dégoulinait d'elle comme un parfum de créateur.
Ses yeux m'ont scanné de la tête aux pieds, la reconnaissance vacillant sur son visage comme une ampoule défectueuse. Maggie Pierce, ricana-t-elle, sa voix suffisamment tranchante pour couper du verre. Que faites-vous ici? J'ai souri lentement, régulièrement. Vous cherchez à acheter. La mâchoire de Chloé se contracta, l'amusement à peine contenu bouillonnant dans sa gorge. Toi? Tu achètes ici? Chérie, ce n'est pas un week-end portes ouvertes pour les aides-soignantes. La pièce s'est tue. Les têtes se tournent. Les yeux suivirent. J'ai gardé mon sourire calme, dangereux. Je ne suis pas là pour grignoter, Chloé. Je suis ici pour acheter. Maintenant, vas-tu me faire visiter les lieux où dois-je appeler ton manager? Son sourire narquois s'est estompé. Les gens chuchotaient. Quelques-uns ont ri sous cape. Et pour la première fois, j'ai vu la balance pencher en ma faveur. Je n'étais plus leur femme de chambre. Je n'étais pas le fou, le fardeau, le rejeté. J'étais la femme avec 8 millions de raisons de réécrire les règles. L'expression du visage de Chloé, oh mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. Cette fraction de seconde où son petit sourire suffisant s'est brisé. Quand son cerveau ne parvenait pas à comprendre ce que ses yeux voyaient. Moi debout là, pas en uniforme de femme de chambre, pas la tête baissée, mais avec le genre de confiance silencieuse et mortelle que seul l'argent peut acheter. Elle hésita, puis essaya de sauver sa fierté avec cette même voix sirupeuse et condescendante. Bien sûr, Madame Pierce par ici. Je l'ai suivie à travers la salle d'exposition, ses talons claquant nerveusement contre le marbre poli. L'endroit était extravagant. Plafond voûté, lustre en cristal, baies vitrées qui encadraient l'horizon comme un chef-d'œuvre. Mais je n'ai pas été distrait par le luxe. Je la regardais. La façon dont sa posture s'est raidie. Le léger tremblement dans sa main alors qu'elle feuilletait la brochure. Elle était bouleversée et elle aurait dû l'être. Parce que les gens comme Chloé passent toute leur vie à s'accrocher à l'illusion qu'ils sont meilleurs. Plus riches. Plus intelligents. Au-dessus des gens comme moi. Ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est quand la situation change. Nous nous sommes arrêtés devant une maquette des villas, des versions minuscules et parfaites des manoirs disséminés dans la communauté fermée. Chloé s'éclaircit la gorge, la voix tremblant légèrement. Ceci commence à 3,5 millions. Intérieur entièrement personnalisé. Jardin privé. Sécurité de pointe. J'ai fait semblant d'étudier le modèle, en tapotant mon menton pensivement. H&M. Bien. Elle força un sourire. Bien entendu, nous exigeons une preuve de capacité d'achat avant de procéder à toute offre sérieuse. Traduction, montre-moi ton compte en banque, femme de chambre. Je n'ai rien raté. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire et je l'ai tenu devant son visage. Ses yeux se sont dirigés vers l'écran et la couleur s'est estompée de ses joues plus vite que vous ne pouviez dire, 8 millions. La salle d'exposition était animée. D'autres clients l'ont remarqué. Des murmures flottaient dans l'air comme de l'électricité statique. 8 millions, murmura quelqu'un. Elle a 8 millions. Je tenais l'écran fermement, mon regard ne quittant jamais le sien. Est-ce que ça va faire l'affaire? La bouche de Chloé s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Elle ressemblait à un poisson haletant. Avant qu'elle ne puisse balbutier une autre insulte, un jeune homme vêtu d'un costume bleu marine impeccable s'est approché. Milieu des années 30. Confiant. Trop poli pour être un employé subalterne. Bonjour, madame, je suis Alex, le directeur des ventes ici. Y a-t-il un problème? Chloé s'est vite rétablie, affichant un faux sourire. Aucun problème du tout. Madame Pierce était juste en train de parcourir. Les yeux perçants d'Alex se promenaient entre nous, sentant l'attention. Il m'a souri poliment. Madame Pierce, souhaitez-vous que je vous accompagne personnellement dans la visite? J'y. Et hoché la tête une fois, glissant mon téléphone dans mon sac. Ce serait charmant. Chloé s'est estompée, rétrécissant à chaque pas que je faisais vers l'avenir qu'elle pensait que je ne toucherais jamais. Alex m'a fait visiter la maison témoin. C'était à couper le souffle, des plafonds vertigineux, des comptoirs en pierre importée, une véranda donnant sur des collines vallonnées. Chaque centimètre murmurait une richesse silencieuse. Et tu sais quoi? Je ne me sentais pas à ma place. Pas une seconde. J'appartenais à cet endroit. Peut-être plus que quiconque dans ce bâtiment. Au moment où nous sommes retournés au bureau des ventes,
j'avais pris ma décision. Je le prends, dis-je à Alex, ma voix ferme. En espèces. La salle d'exposition s'est figée. Même Alex a hésité. Pardon? Tu m'as entendu. J'ai sorti mon chéquier. J'aimerais acheter cette villa aujourd'hui. Montant total. Pas d'hypothèque. Pas de financement. La pièce bourdonnait d'un choc étouffé. Alex s'est précipité pour traiter les documents, ses mains bougeant rapidement, impatient de conclure la vente. Et Chloé? Elle planait à l'arrière-plan, pâle et tremblante, ses yeux pétillants de panique. Mais je n'avais pas encore fini. Voyez, les gens comme Chloé, ils ont besoin de rappel. Alors que je signais la dernière page, je me suis tourné vers Alex, souriant aussi doucement que du sucre. Oh, et encore une chose. J'aimerais que cette jeune femme à la réception, Sophie, c'est ça? Reçoive la commission pour cette vente. Alex cligna des yeux, confus. Sophie? Mais elle est encore en formation. J'insiste, j'interrompis, ma voix ferme. Elle m'a traité avec respect alors que personne d'autre ne l'a fait. Elle mérite la récompense. Alex hocha rapidement la tête. Bien sûr. Absolument. Je pouvais sentir le regard de Chloé brûler mon dos. Mais je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas eu à le faire. Les papiers ont été signés. La maison était à moi. Le message fort et clair. Vous avez sous-estimé la mauvaise femme. J'ai quitté le showroom ce jour-là avec les clés de ma nouvelle maison. Et la satisfaction tranquille de savoir que le karma arrivait enfin. Cette nuit-là, j'ai célébré. Dîner 5 étoiles. Des fleurs fraîches remplissant la villa. Le genre de paix que je n'avais pas goûté depuis des décennies. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Pas encore. Parce que les gens comme Linda, comme Britney, comme Ryan, n'abandonnent pas. Ils ne disparaissent pas comme ça. Ils tournent en rond. En attendant. Regardez. Attendre son heure. Et j'ai vu suffisamment de serpents dans ma vie pour savoir quand l'un d'eux est sur le point de frapper. Mais cette fois, j'étais prêt. Plus près qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Alors que tu essayais de me pousser dehors, elle a marqué un temps d'arrêt, juste assez long pour que j'imagine les rouages tourner dans son petit esprit complice. Écoutez, commença-t-elle d'un ton plus doux, on a peut-être réagi de manière excessive. Les choses se sont envenimées. Mais on est une famille, et la famille pardonne. J'ai reniflé. Apparemment, la famille complote, manipulez-vous saigne à blanc. Linda s'éclaircit la gorge, ignorant la pique. Ryan est un peu stressé. Tu sais comment sont les hommes, avec la pression de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et Britney, eh bien, elle a parfois la langue bien pendue, mais elle a le cœur bien accroché. J'ai presque ri. Son cœur? Il est enfoui quelque part sous la montagne de sacs de créateurs que j'ai payés. Un autre silence. Puis, doucement, prudemment, elle laissa échapper la véritable raison de l'appel. On veut juste comprendre d'où vient tout cet argent, Maggie. Il y en a, beaucoup. Les gens parlent. Ils spéculent. Ah. C'était bien ça. L'avidité bouillonnait sous cette fausse inquiétude. Je me suis adossé à mon fauteuil, contemplant la vue depuis mon nouveau salon. La lumière du soleil éclairait le parquet, tandis que le bourdonnement lointain des arroseurs chuchotait à travers la fenêtre ouverte. Tu veux savoir d'où vient cet argent? Demandai-je d'une voix glaciale. Il est le fruit d'années de travail acharné. De loyauté. De sacrifice. D'une femme qui me respectait suffisamment pour me laisser tout ce qu'elle avait à me léguer. Linda se moqua, son masque se fissurant. Oh, s'il vous plaît. Ne faites pas comme si c'était un conte de fées. Vous? Une femme de ménage? Devenir millionnaire tout à coup? Ça me paraît louche. J'ai souri. La jalousie ne te va pas du tout, Linda. Avant qu'elle ne puisse cracher plus de venin, j'ai raccroché. Mais ce n'était pas la fin. Au cours des jours suivants, les messages ont afflué. Les SMS passifs-agressifs de Britney, les messages vocaux pathétiques de Ryan, passant de l'inquiétude feinte à la culpabilisation, puis à la rage pure et simple. Et puis, les fleurs. Un gros bouquet livré directement chez moi. Des roses rouges. Une carte brillante à l'intérieur, je te souhaite un bon week-end. Je t'embrasse, ton fils.
J'ai failli éclater de rire. Quelle audace! Quel culot, quelle honte! Sans hésiter, j'ai ramassé le bouquet, je l'ai jeté directement à la poubelle, je l'ai fourré dedans et j'ai pris une photo. J'ai envoyé cette photo au concierge de l'entrée avec des instructions précises. Refusez toute livraison de cette personne. Transférez-lui cette photo. Je ne voulais pas seulement qu'il soit rejeté, je voulais qu'il soit humilié. Pendant quelques jours de bonheur, silence. Et puis le vrai cirque a commencé. Ryan commença à apparaître, rôdant devant la résidence sécurisée. Beau temps, mauvais temps. En semaine comme le week-end. Il était là, rôdant près de l'entrée. Parfois faisant les 100 pas. Parfois affalé sur un banc comme un chiot malmené. Les premières fois, je l'ai ignoré. Mais il a envenimé la situation. Un matin, alors que je partais pour le brunch, il s'est précipité vers la voiture, le visage déformé par le désespoir. « Maman, s'il te plaît » supplia-t-il en frappant à la fenêtre. « Ne sois pas comme ça. Rentre à la maison. » J'avais tort. Je vais me changer. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste remonté la vitre et dit à mon chauffeur de continuer. C'était pitoyable. Gênant. Mais ce n'était pas sincère, pas une seconde. Ce n'est pas moi qui lui manquais, c'est mon argent qui lui manquait. 2 semaines comme ça, et j'en ai fini par en avoir assez de ce drame. J'ai engagé un chauffeur à temps plein, j'ai arrêté de marcher seul, j'ai complètement évité l'entrée principale. Finalement, le spectacle a pris fin. Ryan a disparu. Pendant un instant, j'ai pensé au peut-être, juste peut-être que c'était enfin terminé. J'ai eu tort. Parce que les serpents ne disparaissent pas. Ils se glissent simplement dans des trous plus sombres. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Au début, je n'ai pas reconnu le numéro. Mais la voix à l'autre bout du fil m'a fait froid dans le dos. « Salut, Maggie » dit l'homme d'une voix traînante. « C'est Richard. Mon ex-mari. L'homme à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 20 ans. »« Quoi ? Comment as-tu eu ce numéro ?» ai-je balbutié, prise au dépourvu. « Du calme, gloussa-t-il. Ryan m'a trouvé. Il a dû faire des recherches. Il est arrivé à mon bureau et a fait une scène. Mon estomac s'est tordu. » Richard continua, la voix lourde d'irritation. « Le gamin a exigé un test de paternité. Il a dit que je mentais. Il a insisté sur le fait que j'étais toujours son vrai père. » Je me suis frotté la tempe, la peur s'installant dans ma poitrine. « Et que lui as-tu dit ?» ?»« Je lui ai dit la vérité, » dit simplement Richard. « Je ne suis pas son père biologique. Mais je ne lui ai pas tout dit. Ça a toujours été notre accord. » J'ai expiré, la tension se relâchant légèrement. « Merci. »« Pas de problème, » répondit Richard. « Mais prépare-toi, Maggie. Il est dérangé. Désespéré. S'il est prêt à me retrouver après toutes ces années, il ne lâchera pas l'affaire. » Il avait raison. Ryan n'arrivait pas à accepter quoi que ce soit. Il n'arrivait pas à assimiler la vérité. Il planifiait son prochain mouvement. Et moi, j'avais besoin d'être prêt. Parce que je le sentais. La tempête était loin d'être terminée. J'aimerais pouvoir vous dire que l'avertissement de Richard a suffi à me préparer à ce qui allait suivre. Mais la vérité c'est que j'ai encore sous-estimé à quel point Ryan allait sombrer. Voyez-vous, je pensais qu'il allait ruminer un moment. Assimiler la vérité. Peut-être même qu'il finirait par grandir. Mais Ryan, lui, n'avait pas envie de grandir. Il voulait se venger. Et comme un enfant qui ne peut pas avoir son jouet, il a décidé que s'il ne pouvait pas me contrôler, il me détruirait. Cela a commencé petit. Subtil. Les regards étranges d'un voisin. Les conversations chuchotées qui s'arrêtaient à mon passage. Les sourires forcés qui n'atteignaient pas tout à fait les yeux. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être juste la politique de quartier habituelle. Les riches ont toujours matière à commérage. Mais ensuite Monica m'a appelé. Vous vous souvenez de Monica, la gentille jeune vendeuse du showroom de la villa? Elle était la seule à m'avoir accueilli avec une gentillesse sincère lorsque j'ai acheté ma maison. Elle semblait nerveuse, hésitante. Margaret? Dis-moi, je voulais juste te prévenir. S'il te plaît, ne te laisse pas contrarier par ce que les gens disent.
Je fronçai les sourcils. Quels gens? Monica, que se passe-t-il? C'est à ce moment-là que l'autre chaussure est tombée. Apparemment, j'allais devenir célèbre, mais pas dans le bon sens du terme. Ryan était devenu public. Il a lancé une chaîne de diffusion en direct sur l'une de ses grandes plateformes de médias sociaux. Il l'a appelé Comment ma mère m'a abandonné. Intelligent, non? J'ai cliqué sur le lien que Monica m'avait envoyé, et il était là. Assis dans une petite pièce miteuse. Les yeux gonflés. La voix tremblante comme s'il jouait dans un feuilleton. Ma mère ne m'a jamais vraiment aimé, dit-il en reniflant à la caméra. J'ai travaillé si dur. J'ai étudié si dur. Et elle n'a même pas voulu me soutenir financièrement quand j'ai commencé l'université. Elle est partie. Elle a accepté un boulot d'assistante à domicile pour de riches inconnus, me laissant seule dans un appartement minable. Je regardais l'écran avec incrédulité tandis qu'il déversait un mensonge manipulateur après l'autre. Quand je me suis marié, elle n'a pas donné un centime. Maintenant qu'elle est riche, elle m'a complètement coupé les vivres, comme si je n'avais jamais existé. Les commentaires ont afflué. Des milliers d'étrangers le dévorent comme des bonbons. Quel genre de mère fait ça? Elle a l'air sans cœur. Il mérite mieux. Cela m'a retourné l'estomac. Mais ce ne sont pas seulement les mensonges qui m'ont énervé. C'était le génie de la chose. Ryan ne m'a pas directement accusé de quoi que ce soit d'illégal ou de scandaleux. Non. Il a imaginé l'histoire parfaite d'un feuilleton. Il s'est présenté comme le fils abandonné et en difficulté. La victime au cœur brisé. Et moi, le méchant froid et impitoyable. C'était exaspérant. Et efficace. Le nombre de ses abonnés a explosé. Ses streams ont explosé. Les dons de pitié ont afflué. Il a même commencé à vendre des produits dérivés, des t-shirts bon marché avec des slogans comme « Tout ce que je voulais, c'était son amour ». C'était tellement absurde que cela ressemblait presque à un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. C'est devenu pire. Les gens ont commencé à creuser. Mon nom. Mon adresse. Des photos de ma maison. Ma vie entière était décortiquée par des inconnus sur Internet qui avaient trop de temps et trop peu de bon sens. Soudain, je n'étais plus une simple citoyenne profitant de sa retraite durement gagnée. J'étais le méchant dans l'histoire virale et sanglotante de Ryan. Et ça fonctionnait. J'ai pensé appeler mon avocat immédiatement. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce qu'au fond de moi, je savais que combattre le feu avec des avocats était une chose. Mais parfois, il faut combattre le feu avec de l'essence. Alors j'ai fait un plan. Le soir même, j'ai créé mon propre compte sur la même plateforme de streaming. J'ai créé une chaîne. Je l'ai intitulée alors C'est la maman qui a abandonné Ryan. Simple. Incisif. Impossible à ignorer. J'ai d'abord rejoint son live et envoyé un don conséquent en $5000 juste assez pour faire exploser la conversation. Ensuite, j'ai envoyé un message sur l'écran. Salut tout le monde. Je suis la mère sans cœur dont Ryan pleure. Envie d'entendre ma version? Rejoignez-moi ce soir. Je fais gagner $100 000 en prix. Premier arrivé, premier servi. L'affluence a été immédiate. Le trafic de ma chaîne a explosé en quelques minutes. Des milliers de personnes ont afflué, avides de thé. Je me suis souri à moi-même. Affichez l'heure. Je me suis penché vers la caméra, ma voix était ferme, mes yeux ne bronchaient pas. Tout d'abord, oui. J'ai coupé les ponts avec Ryan. Mais non, ça ne fait pas de moi quelqu'un de cruel. Les gens méritent de connaître toute l'histoire. J'ai tout exposé. Les années de sacrifice. Le travail que j'ai accepté à travers le pays pour payer mes dettes point leur hypothèque. La maison que j'ai achetée pour eux le manque de respect constant. Les insultes. L'expulsion de mon propre domicile. Et enfin, l'héritage. J'ai expliqué que j'avais l'intention de laisser chaque centime à Ryan et à sa femme. Mais au lieu de me remercier, ils ont comploté pour me mettre dehors. Ils m'ont suggéré d'aller jouer les domestiques chez un vieil homme riche. Parce que pour eux, je n'étais pas une mère. J'étais un portefeuille. La section des commentaires a explosé. Quoi? Ils ont essayé de la faire devenir femme de ménage? C'est de la maltraitance financière, pas de la maltraitance familiale.
Mais je n'avais pas fini. J'ai partagé les documents de fiducie notariés. La preuve légale de mon héritage de 8 millions de dollars. Les reçus numérisés. Les factures médicales. Les frais de scolarité. Chaque centime que j'avais dépensé pour la vie de Ryan. Certains doutaient encore. Mais la majorité? Ils ont vu la vérité. Ils ont vu les reçus. Ils m'ont vu. Le déluge a tourné. Les commentaires qui criaient autrefois, sans cœur, crient désormais, héros. Elle a tout donné et ils l'ont quand même trahi. Elle leur a construit une vie et ils en voulaient plus. Cette femme est une reine. Les chiffres de diffusion en direct de Ryan ont commencé à chuter. Les sponsors se sont retirés. Dommage que les dons se soient taris. Sa voix, autrefois tremblante de compassion, se brisait maintenant sous l'effet de la panique. Ses nouvelles devenaient plus erratiques, plus désespérées. Et puis, il a disparu. Plus de flux. Plus de hashtags. Juste le silence. Je pensais que c'était fini. Que peut-être, enfin, le chapitre était clos. Que je pouvais retrouver ma vie paisible, le soleil sur le parquet, les longs brunchs, les livres au coin du feu. Que la guerre était gagnée. Mais on ne comprend pas quelque chose tant qu'on ne l'a pas vécu. Vous voyez, quand une personne est élevée dans l'idée que la manipulation est synonyme d'amour, que le droit est une monnaie, elle ne se laisse pas faire sans réagir. Ils attendent. Ils regardent. Ils rechargent. Quelques semaines plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une fenêtre cassée. Rien de volé, juste un désordre total. Des cadres brisés. Des documents éparpillés. Mon coffre-fort, intact, mais visiblement volé. Sur le mur, à la bombe de peinture rouge, un seul mot. Menteur. La police a pris ma déposition. Ils ont relevé mes empreintes. Ils étaient gentils et professionnels, mais je l'ai lu dans leurs yeux, une autre femme riche avec des problèmes familiaux. Probablement juste un ex mécontent. Je savais mieux. J'ai installé des caméras, engagé des agents de sécurité, modernisé mes serrures et mon portail. Et pourtant, la nuit, je pouvais le sentir. Les yeux. Ils n'avaient pas fini. Mais moi non plus. Vous voyez, ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de liberté. À propos de la récupération de chaque partie de moi-même que j'avais transmise morceau par morceau, année après année, à des gens qui ne respecteraient jamais le prix. Je me suis regardé dans le miroir et je l'ai vu au moins pas la mère, pas le chéquier, pas le sac de frappe. Juste Margaret. Entier. Sans excuse. Et enfin, intouchable. Parce que la vérité n'est pas toujours criante. Parfois, elle est silencieuse, posée, gravée dans l'encre et la mémoire. Et quand enfin elle parle? Il ne demande pas la permission. Ça rugit. Mais c'est ton fils. Tu n'es pas censé le soutenir? J'ai souri froidement. Soutenir votre enfant? Oui. Lui permettre de vous saigner à blanc à jamais? Non. Surtout quand cet enfant n'est même pas de votre sang. La conversation a explosé. Un mur de points d'interrogation a envahi l'écran comme une avalanche virtuelle. Je me suis penché, calme, impitoyable. Ryan n'est pas mon fils biologique, ai-je révélé d'une voix ferme. Je l'ai adopté à 1 an. Je l'ai trouvé abandonné à l'hôpital, né avec une malformation cardiaque, et abandonné à la mort. Les commentaires sont devenus nucléaires. Elle l'a sauvé? Il est adopté, et il fait ça? Elle lui a tout donné. Mais le coup de grâce est venu ensuite. J'ai téléchargé l'enregistrement audio du domicile du vieil homme l'appel où Ryan a organisé mon affectation comme assistant personnel pour un vieil homme. C'était indéniable. La conversation a tourné. Son histoire sanglotante? Déchiquetée. Ce n'est pas de l'abandon. C'est de la survie. Ce n'est pas sa mère qui lui manque, c'est son argent qui lui manque. C'est elle la victime. Pas lui. Je me suis assis, satisfait. Mais je savais que ce n'était que le premier round. Le vrai combat? Il était encore à venir. Je pensais être préparé aux conséquences. Mais rien ne vous prépare vraiment à ce qu'Internet se retourne contre votre propre chair et votre sang. Le lendemain matin, le compte streaming de Ryan avait disparu ou complètement effacé de la plateforme. Son site de produits dérivés? Fermé.
Les dons de pitié? Je l'ai. Il s'avère que lorsque vous exposez la vérité avec des preuves froides et concrètes, la sympathie du public change plus vite qu'un interrupteur. Mais vous savez ce qu'on dit à propos des animaux acculés, ils mordent. Et Ryan? Il n'a pas juste mordu. Il est arrivé en griffant et en grognant comme un chien enragé. D'abord, il est réapparu devant ma résidence sécurisée. Mais cette fois, pas de fausses larmes, pas de dramatisation, pas de supplications pathétiques et tremblantes. Juste de la rage. De la rage pure, sans filtre, dangereuse. Je l'ai aperçu depuis la fenêtre de l'étage, arpentant la rue comme un lion en cage, les poings serrés, la mâchoire crispée, le regard hagard. Et pour la première fois, je l'ai senti. Pas de culpabilité. Pas de tristesse. Même pas de colère. Peur. Une peur réelle et profonde. J'ai appelé la sécurité. J'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres. J'ai doublé les heures de travail de mon personnel de maison. Pendant 2 jours, il a rôdé devant le portail d'entrée, criant, faisant les 100 pas, menaçant de me dénoncer aux voisins. Mais les gardes ont fait leur travail, ils l'ont tenu à l'écart. Jusqu'à ce qu'il trouve un autre moyen d'entrer. Pas physiquement. Numériquement. Voyez-vous, j'avais sous-estimé à quel point Ryan pouvait être vindicatif. Pendant que je savourais ma petite victoire, il complotait. Et cette fois, il a visé droit au but. Cette nuit-là, mon téléphone s'est éclairé de dizaines d'appels et de SMS manqués ou de vieux amis, de connaissances, et même de parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les messages étaient affolés, paniqués, parfois même franchement furieux. Margaret, c'est vrai? Tu as arnaqué ton propre enfant? Je n'arrive pas à te croire. Je me suis connecté à Facebook, le cœur battant. C'était là. Ryan avait créé un site web complet, des preuves retouchées, de faux relevés bancaires, des captures d'écran d'anciens emails déformés hors contexte. Une histoire larmoyante, manipulatrice et bien ficelée, bâtie sur des demi-vérités et des mensonges éhontés. Mais la partie la plus déchirante? Il avait réussi à retrouver mon ex-mari, Richard, et l'avait entraîné dans ce pétrin. Sur le site web, il y avait une vidéo, un extrait tremblant et mal éclairé de Richard, l'air épuisé et irrité. Visiblement filmé sans son consentement. La voix de Ryan était hors champ, le nourrissant, orientant ses questions. Alors tu dis que ma mère t'a manipulé aussi? Dirais-tu qu'elle t'a piégé pour que tu m'abandonnes? T'a-t-elle menti à propos de son argent? Richard essaya de lui faire signe de partir en marmonnant, « Petit, je ne sais pas ce que ta mère t'a dit. Laisse-moi en dehors de ça. » Mais Ryan a édité la vidéo, la coupant pour donner l'impression que Richard confirmait chaque accusation dégoûtante. Le site? Il est devenu viral en quelques heures. Soudain, je n'étais plus seulement une mère sans cœur, mais la méchante d'un scandale familial tordu. Les tabloïds ont commencé à fouiner. Des inconnus m'ont envoyé des courriers haineux à la maison. Mon portail de jardin a été vandalisé avec de la peinture en aérosol, vieille sorcière cupide. C'était surréaliste, à quelle vitesse le monde peut se retourner contre vous lorsqu'un mensonge bien conçu se propage plus vite que la vérité. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Il faut porter plainte, ai-je rétorqué. Diffamation. Harcèlement. Tout. Mais mon avocat? Il était calme. Calculateur. Maggie, on peut tout à fait, acquiesça-t-il. Mais tu sais comment ça se passe. Les procès prennent du temps. Et pendant ce temps, ta réputation se consume. Je serrai les poings et grinçai des dents. Alors, que proposez-vous? Il hésita, puis offrit un sourire lent et dangereux. Tu l'as déjà battu une fois, publiquement. Tu veux en finir? Frappe-le là où ça fait mal. Pas avec les tribunaux. Avec la seule chose à laquelle il tient plus que tout. Je connaissais déjà la réponse. Son ego. Et son portefeuille. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard. J'ai revu tous les lives de Ryan que j'ai pu trouver. J'ai fouillé dans ses anciens posts, sa liste d'amis, ses fans qui s'apitoyaient sur lui. J'ai appris son jeu. De fond en comble. Et puis je l'ai battu. Voyez-vous, ce que Ryan n'a jamais réalisé, c'est qu'on ne survit pas en tant que mère célibataire de la classe ouvrière pendant 3 décennies sans apprendre à jouer les sales tours quand c'est nécessaire. Le lendemain matin, j'ai lancé mon propre site web. Propre.
Professionnel. Plein de documents notariés, de déclarations légales, de relevés bancaires et de certificats d'adoption. Preuve. Une preuve réelle et indéniable. Et puis, j'ai lâché la bombe finale. Un enregistrement audio non édité de Richard lui-même. Il s'avère qu'après la diffusion de cette vidéo manipulée, Richard n'était pas content. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café. L'histoire, l'amertume passée mise à part, même lui reconnaissait que Ryan avait dépassé les bornes. Il a enregistré une déclaration officielle. Clair. Concis. Impossible à déformer. Je n'ai jamais été le père biologique de Ryan, a-t-il déclaré. Maggie ne m'a jamais menti. Nous avons fait ce choix ensemble. Et le comportement actuel de Ryan? C'est de sa faute. L'enregistrement a été diffusé en direct. Et avec cela, ma réputation s'est envolée comme une pièce de monnaie. La haine? Cela s'est transformé en sympathie. Le vandalisme? Arrêté pendant la nuit. Les médias? J'ai perdu tout intérêt dès que les faits réels ont été publiés sur Internet. Ryan? Il a paniqué. Il a supprimé le site web. La radio est restée silencieuse. Mais le mal était fait. À lui. Pas moi. Mon avocat a déposé plainte pour diffamation dès le lendemain. Et moi, je n'ai pas fêté ça. Je n'ai pas débouché de champagne. Je n'ai pas organisé de fête. J'ai simplement expiré. Parce que finalement, enfin, j'étais libre. Ou du moins c'est ce que je pensais. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens comme Ryan? Ils ne s'éloignent pas en rampant tranquillement. Ils reviennent. Et cette fois, ils ne venaient pas seuls. J'aurais dû m'en douter, vraiment. J'aurais dû le savoir dès l'instant où je me suis laissé aller à croire que c'était fini. Les jours tranquilles, le jardin fleuri, les voisins qui me souriaient enfin à nouveau, c'est là que la tempête suivante a éclaté. Parce que les serpents, ils muent toujours et reviennent plus méchants. Tout a commencé par un coup à la porte. Pas la porte d'entrée. La véritable porte d'entrée de ma villa. C'était étrange, la sécurité ne laissait jamais passer les visiteurs non autorisés à moins qu'ils ne soient sur la liste. J'ai ouvert la porte avec précaution. Et elle était là. Brittany. La femme de Ryan. Ma belle-fille, douce et intrigante. Une coiffure impeccable. Un maquillage impeccable. Un sac de créateur pendait à son bras comme un trophée. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, pas depuis le jour où ils m'ont mise à la porte comme une ordure. Son sourire était faux. Mais ses yeux? Calculateur. Froid. Salut Maggie, a-t-elle salué, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient autour d'un café. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Les agents de sécurité ont-ils oublié comment faire leur travail, ai-je demandé sèchement. Elle laissa échapper un rire léger et désinvolte. Oh, allez, ne sois pas comme ça. Je suis de la famille. J'ai haussé un sourcil. Je suis sûr que c'est ce que pensaient les gardes aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Brittany déplaça son sac à main, son sourire se resserrant légèrement. Je pense que nous devons parler. Je ne suis pas d'accord. Sa voix baissa, perdant toute sa fausse chaleur. Cette histoire avec Ryan, ça a dérapé. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu l'as mis dans l'embarras. Tu l'as anéanti. Ça ne te suffit pas? J'ai croisé les bras, appuyé contre le cadre de la porte. Tu agis comme si c'était moi qui avais commencé. Le masque de Brittany glissa au juste une lueur d'agacement mais elle se rattrapa, lissant son expression. Écoute, je sais que les choses se sont compliquées, mais étaler publiquement un drame familial. Tu l'as humilié. Il ne peut même plus se montrer ici. J'ai reniflé. Il s'est humilié, Brittany. J'ai juste montré la vérité aux gens. Sa mâchoire se serra. Quoi qu'il en soit, ça m'affecte aussi. Ma réputation. Mon travail. Ma famille. Voilà, c'était la véritable raison de la visite. Il ne s'agissait pas vraiment de Ryan. Il s'agissait de son style de vie confortable. Son image impeccable. Je secouai la tête, j'en avais déjà fini avec la conversation. Ce n'est pas mon problème. Mais avant que je puisse fermer la porte, elle a coincé sa main dans le cadre. Sa voix est devenue sèche. Si tu ne recules pas, tu le regretteras.
J'ai penché la tête, amusé. Est-ce que c'est une menace? Non, rétorqua-t-elle. C'est une promesse. Je m'arrêtai, la fixant. Et pour la première fois, je le vis. Désespoir. Pas le genre qui vient de l'amour ou de la loyauté. Le genre de tristesse qui survient lorsque l'on voit toute sa vie, soigneusement construite, se briser. J'ai souri. Brittany, j'ai survécu à pire que toi. Et si tu crois pouvoir me faire taire par la peur, tu es encore plus bête que je ne le pensais. Sur ce, je lui ai claqué la porte au nez. Et pourtant, mon cœur battait fort. Parce que je voyais bien que ce n'était pas fini. Loin de là. Au cours des semaines suivantes, la situation s'est aggravée. Appels anonymes au milieu de la nuit. Numéro bloqué. Silence à l'autre bout du fil, puis un léger rire. Puis la ligne coupée. D'étranges voitures garées dans la rue. Des lumières vacillantes dans ma cour après la tombée de la nuit. Des colis arrivent sans le nom de l'expéditeur, des boîtes vides, du papier journal déchiqueté. Même une fois, un rat mort. C'était de l'intimidation classique. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Mais ils n'étaient pas assez intelligents pour couvrir leurs traces. Images de sécurité. Plaque d'immatriculation. Registre de livraison. J'ai tout remis à mon avocat et à la police. Mais le harcèlement a continué. Jusqu'à ce qu'un soir, je reçoive un appel de Monica. Sa voix tremblait. « Margaret, ça va ?» Je fronçai les sourcils. « Bien sûr. »« Pourquoi ? » Tu n'as pas encore vu la vidéo ? Mon estomac se noie. « Quelle vidéo ?» Elle hésita. « Tu ferais mieux de t'asseoir. » Une minute plus tard, je l'ai trouvé. Un nouveau compte. Anonyme. Mais la voix ? Inimitable. Ryan. Le titre de la vidéo, La vérité sur ma mère, ce qu'elle cache. J'ai cliqué sur play. Il était là, les yeux injectés de sang, la voix tremblante. Mais cette fois, l'acte avait disparu. Ce n'était pas une histoire de larmes par pitié. C'était de la rage. Vous pensez tous qu'elle est une victime, siffla Théil. Vous la croyez innocente ? Elle ne l'est pas. C'est une imposture. Une menteuse. Et je vais le prouver. Et puis, il a fait la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il a montré mes papiers d'adoption. Je les ai déformés, transformés en un récit dégoûtant. Elle ne m'a jamais aimé, ricana Théil. Elle m'a recueilli comme un cas de charité. Elle s'est servie de moi pour attirer la sympathie. Pour des dons. Tout ce que j'avais, elle me l'a fait payer. Et quand elle est devenue riche, elle m'a coupé les vivres. Parce que je n'étais pas elle, réel enfant. La section des commentaires était déjà en pleine explosion. Comment a-t-elle pu faire ça à un enfant adopté ? Elle l'a probablement accueilli uniquement pour bénéficier d'avantages fiscaux. Dégoûtant. Utiliser un enfant pour susciter la pitié. J'ai serré les poings. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Les mensonges étaient du poison et se propageaient rapidement. Mais qu'est-ce que Ryan n'a pas réalisé ? Il n'était pas le seul à avoir des reçus. J'ai pris mon téléphone et appelé mon avocat. Ma voix était calme, maîtrisée. Il est temps, dis-je simplement. Libère-toi de tout. Les véritables dossiers d'adoption. Les factures médicales. Les reçus. Les attestations notariées des services sociaux confirmant que j'ai adopté Ryan à mes frais sans compensation, sans allègement fiscal, sans financement caritatif. La documentation montre que j'ai travaillé à 3 emplois pour payer ces opérations. La preuve prouvant hors de tout doute que je lui ai donné tout. Tout a été mis en ligne. Et puis, j'ai porté le coup final. Une vidéo de moi-même. Mais cette fois-ci, je ne me défendais pas seulement. Je racontais toute l'histoire. Sans filtre. Brutal. Honnête. Depuis le moment où je l'ai trouvé abandonné, fragile, accroché à la vie. Au sacrifice. À la trahison. Au mensonge. J'ai tout mis à nu. Et cette fois, Internet si. J'ai vraiment vu. La vérité. Le réel méchant. Et juste comme ça, la tendance s'est inversée à nouveau. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas une victoire. C'était la guerre.
Et je ne faisais que commencer. La guerre n'était pas propre. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas satisfaisant. C'était épuisant. Vous voyez, les gens aiment le drame. Ils le dévorent. Ils défilent, commentent, jugent. Mais ils oublient que derrière chaque vidéo virale, chaque gros titre, il y a un être humain, un être qui doit encore se réveiller le lendemain, les épaules lourdes, le cœur brisé, se demandant jusqu'où ce désastre peut l'entraîner. Pendant des semaines, ma vie s'est divisée en deux. Pendant la journée, j'essayais de vivre normalement. Café dans la véranda. Jardinage. Déjeuner tranquille au bord du lac. De petits moments qui me rappelaient que j'avais construit une nouvelle vie. Que je ne devais d'explication à personne pour ma paix intérieure. Mais la nuit? C'était un champ de bataille. La petite armée de sympathisants de Ryan sur Internet ne cessait de refaire surface. Messages privés. Commentaires haineux. Appels téléphoniques de numéros bloqués. Au début, je les ai ignorés. Bloqués. Supprimés. Signalés. Mais ils ont continué à venir. Et il ne s'agissait plus seulement d'étrangers. Anciens voisins. Parents éloignés. Même les femmes du magasin de piano, celles qui me méprisaient autrefois et chuchotaient à propos de mon passé de femme de ménage, avaient toutes maintenant leur opinion. Un après-midi au café, j'en ai entendu deux à la table d'à accent grave côté. Elle aurait dû être reconnaissante, siffla l'un d'eux. Élever l'enfant de quelqu'un d'autre. À quoi s'attendait-elle? Maintenant qu'elle a de l'argent, elle se croit intouchable. J'ai remué mon café lentement. Je ne me suis même pas retourné. Laissez-les parler. Leurs petits esprits ne pouvaient pas me toucher. Mais à l'intérieur, ça piquait encore. Cela fait toujours mal de réaliser que même avec de l'argent, même avec des preuves, certaines personnes croiront toujours la version de vous qui leur convient point leur narratif. Et puis, est arrivée la cerise sur le gâteau, pourri. Une lettre. Envoyée directement à ma villa. Sans nom d'expéditeur. Mais l'écriture? Indubitable. Chez Ryan. À l'intérieur, une copie des documents juridiques. Il me poursuivait en justice. Pour dommages émotionnels. Pour l'exploitation. Pour l'abandon. J'ai failli rire. Le audacé de celui-ci. Mais ce n'était pas drôle, car le tribunal se fiche des ragots, des sentiments. Il se soucie des formalités administratives, des apparences. Et Ryan, malgré tous ses échecs, savait se donner en spectacle. J'ai appelé mon avocat et j'ai fait glisser les documents sur le bureau. Il les a lus. Son visage s'est assombri. C'est faible, murmura-t-il, mais c'est suffisant pour vous entraîner dans l'enfer pendant des mois. Je soupirai en me frottant les tempes. Pouvons-nous le combattre? Bien sûr, dit-il. Mais ce sera public. C'est moche. Tu es sûr de vouloir ça? Je le fixais du regard. Je pensais à ma villa, à mon jardin, à la lumière du soleil qui commençait enfin à réchauffer. Puis je pensais à Ryan. Aux années. Au sacrifice. À la trahison. Ouais, murmurai-je. J'en suis sûr. Et c'est ainsi que tout a commencé. Déposition, déclaration, date d'audience. Ryan est arrivé avec son petit sourire suffisant, son avocat collé à lui, Britney le suivant comme une femme au foyer tragique sortie d'un feuilleton. Il a dit au juge que je l'avais utilisé, manipulé, que je ne l'avais adopté que par sympathie, que je l'avais abandonné dès que je n'avais plus besoin de lui. Je suis restée assise là, silencieuse, le laissant débiter ses mensonges. Et quand mon tour est venu, j'ai dit la vérité au calme, posé, brutal. J'ai montré les reçus. Les factures médicales. Les dossiers d'adoption. Les documents de fiducie. Les enregistrements audio. Chaque détail embarrassant mis à nu. La salle d'audience vibrait d'un choc silencieux. Même le regard de Britney commença à se déplacer, se fixant sur Ryan avec une lueur de doute. Le juge, peu impressionné par le jeu théâtral de Ryan. L'affaire a traîné pendant des semaines. Mais finalement, la vérité a triomphé. Le juge a classé l'affaire, invoquant une intention frivole et malveillante. Le visage de Ryan est devenu blême. Son avocat semblait vouloir disparaître. Mais je n'avais pas fini.
Ma contraction pour diffamation et harcèlement a été retenue. Ryan a été condamné à payer des dommages et intérêts. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une victoire. Petite. Discrète. Mais mienne. Après l'audience, en sortant du tribunal, je m'attendais à ce qu'il me suive. À lancer des insultes. À plaider. À supplier. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé Britney qui m'attendait près de ma voiture. Les bras croisés, le visage indéchiffrable. Pendant un moment, nous nous sommes regardés fixement. Puis, finalement, elle a parlé. Je le quitte. J'ai levé un sourcil. Excusez-moi. Sa voix tremblait, mais elle gardait le menton haut. Je suis resté parce que je pensais qu'il était juste, brisé. Perdu. Mais après aujourd'hui, après tous ces mensonges, je le vois maintenant. Il est pourri. Et je ne me noierai pas avec lui. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Pour la première fois, elle avait l'air vraie. Fatiguée. Défaite. Mais vraie. Elle prit une inspiration tremblante. Je demande le divorce. Je voulais juste que tu le saches. J'ai hoché la tête une fois. Bien pour vous. Et sur ces mots, elle se retourna. Ses talons claquaient sur le béton. Elle s'éloignait des décombres qu'elle avait contribué à construire. Le divorce s'est finalisé discrètement. Ryan a sombré dans la spirale infernale. Mais moi? J'ai reconstruit. Brique après brique. Jour après jour. Le bruit s'estompa. Le drame s'estompa. Pour la première fois depuis je ne pouvais même pas compter combien d'années je pouvais respirer. Et je me suis promis que je ne laisserais plus jamais personne, famille, sans ou autre m'utiliser comme tremplin. Mais au fond de moi, je savais qu'avec Ryan, ce n'était pas vraiment fini. Pas encore. Ce n'était pas la fin. Pas avec Ryan. Ce n'est jamais le cas avec des gens comme lui. Le problème avec les narcissiques, c'est qu'ils ne disparaissent pas comme ça lorsqu'ils perdent. Ils se ressaisissent. Ils changent de nom. Ils reviennent avec un masque différent. Pendant un moment, j'ai cru que la tempête était peut-être passée. Les mois passèrent. Des mois calmes, paisibles. Mon jardin a prospéré. J'ai commencé à suivre des cours d'art. J'ai même organisé un petit dîner à la villa où juste quelques nouveaux amis du quartier. Des verres de vin sous les lampadaires. On a ri. On a partagé des anecdotes. Et pour une fois, je ne me sentais pas l'outsider. Le cas de Charité. Le fardeau inutile. J'étais juste Margaret. La femme qui l'a fait. Mais Ryan était une ombre qui n'a jamais vraiment disparu. C'est Monica qui m'a encore prévenu. Elle m'a appelé un après-midi, la voix tendue. Tu aimerais peut-être voir ça, dit-elle en m'envoyant un lien. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai cliqué. Il était là. Mon fils. Nouveau pays. Nouvelle identité. Le même poison. Apparemment, le Canada. Ryan avait rassemblé sa fierté brisée, pris le peu d'argent qui lui restait et disparu au nord. Il était de nouveau en ligne. Sur une autre plateforme. Même jeu manipulateur. Mais cette fois, il se présentait comme une sorte de conférencier motivateur. Fils abandonné, survivant autodidacte, pouvait-on lire sur sa page. L'ironie me faisait mal aux dents. J'ai fait défiler ses vidéos lui dans un appartement délabré, à peine meublé, les yeux cernés. Sa voix était plus douce maintenant. Calculée. Tragique. Il ne déversait pas sa rage cette fois au non. Il jouait le rôle de la rédemption. Racontant des histoires larmoyantes d'abandon. Déformant le récit. Oubliant les procès. Les pertes judiciaires. Les vérités que j'avais révélées. Et le pire? Ça fonctionnait. Les gens faisaient des dons, le suivaient, le croyaient. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un soupir. Ça aurait dû me mettre en colère. Mais je n'ai ressenti qu'un sentiment de vide. Je n'avais même plus l'énergie de me battre. Car la vérité? Ces mensonges ne me touchaient pas ici. Pas dans ma villa. Pas avec mon compte en banque intact. Pas avec ma vie enfin, la mienne. Laissez-le courir après la sympathie d'Internet dans un autre pays. Laissez-le réfléchir aux conséquences de ses propres choix. J'en avais fini.
Ou du moins, j'ai essayé de l'être. Une semaine plus tard, la lettre est arrivée. Enveloppe épaisse. Affranchissement canadien. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. Ryan. J'ai hésité à le jeter à la poubelle. Mais la curiosité est quelque chose de têtu. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, une lettre d'une seule page. Les mots étaient griffonnés de manière inégale. Désordonnés. Maman, commença-t-il. Je sais que tu me détestes. J'ai fait des erreurs. Mais je suis ton fils. Rien n'y changera. J'ai continué à lire. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai personne. Tu es tout ce qui me reste. C'était désespéré. Pathétique. Une dernière tentative pour obtenir de la sympathie. Mais le pire? La dernière ligne. Si tu ne m'aides pas, je n'aurai d'autre choix que de rappeler au monde quel genre de femme tu es vraiment. Une menace enveloppée dans une fausse vulnérabilité. J'ai gardé la lettre un instant, laissant son poids se poser sur ma poitrine. Puis je l'ai déchirée en deux. Parce que j'ai finalement compris quelque chose, très clairement. Ryan n'était pas sous ma responsabilité. Il n'a jamais été là. Oui, je l'ai recueilli. Oui, je l'ai élevé. Oui, je lui ai tout donné. Mais cela ne fait pas de moi son paillasson pour la vie. Cela a fait de moi une mère qui a fait son travail. Ce qu'il a fait avec ça, c'était de sa faute. J'ai classé la lettre avec le reste de la documentation. Mon avocat avait besoin de le voir, juste au cas où. Mais moi? Je me suis servi un verre de vin, je suis sorti dans le jardin et j'ai laissé le soleil me réchauffer le visage. Ryan pouvait menacer. Il pouvait manipuler. Il pouvait mentir. Mais je n'avais plus peur. Parce que j'avais quelque chose de plus fort que la peur. J'avais la paix. Et je ne l'abandonnerais pour personne. Même pas lui. Mais au fond de moi, je savais que les gens comme Ryan ne s'arrêtent jamais. Et la prochaine fois qu'il viendrait me chercher, je serais prête. Car je n'étais plus la même femme qui mendiait pour avoir une place chez eux. J'étais celle qui avait acheté la sienne. Celle qui avait survécu. Et cette fois, la seule personne pour laquelle je me battais, c'était moi. C'est drôle à quel point le silence peut paraître suspect quand votre vie est un chaos depuis si longtemps. Les mois suivants furent calmes, trop calmes. Pas de lettres. Pas d'appels. Pas de vidéos virales. Pas de foule haineuse sur Internet dans mes messages privés. Une partie de moi voulait croire que c'était fini. Que Ryan avait enfin accepté que je ne jouais plus à son jeu. Mais l'expérience a le don d'aiguiser votre instinct. Et les miens, ils criaient que le silence n'était pas la paix. C'était une préparation. Et bien sûr, le coup suivant est arrivé. Mais cette fois, ce n'était pas via Internet. Ou une lettre. Ou une menace griffonnée sur une note. Il est entré par la porte d'entrée. Littéralement. J'étais dans la véranda, en train d'arroser mes fougères, quand mon téléphone a vibré. Un appel du concierge. Madame Pierce, quelqu'un vient vous demander. Il dit que c'est urgent. Je fronçai les sourcils. OMS? Il n'a pas donné son nom. Mais, il est policier. Cela a retenu mon attention. J'ai pris mes clés, j'ai enfilé mes chaussures plates et je me suis dirigé vers la porte. Au moment où j'ai vu les deux officiers en uniforme debout là, mon estomac s'est noué. À côté d'eux, un homme que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. Richard. Mon ex-mari. J'ai l'air plus vieux, fatigué, plus épuisé que dans mes souvenirs. Que se passe-t-il? Demandai-je en m'approchant prudemment. Les officiers échangèrent un regard. Madame, votre ex-mari nous a contactés. Il est venu de Vancouver ce matin. Il dit que votre fils a disparu. Mon cœur s'est arrêté. Disparu, répétai-je, l'incrédulité me serrant la poitrine. Richard hocha la tête et passa une main dans ses cheveux grisonnants. C'est terrible, Maggie. Il est parti depuis 2 semaines. Pas d'appel. Pas de SMS. Rien. Pendant un moment, je n'ai pas su comment réagir, panique, culpabilité, tristesse. Mais ce qui en est ressorti, c'est la suspicion. Tu as fait tout ce chemin juste pour me dire ça? Tu crois que je sais où il est? Richard expira. Écoute, je sais ce qui s'est passé entre vous deux. Je sais que c'était moche.
Mais Ryan, il est dans la tourmente. Il est fauché. Sans abri. En colère. Je me suis dit que peut-être qu'il est venu ici. Peut-être qu'il t'a contacté. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas entendu un mot. L'un des officiers a pris la parole. Nous suivons simplement le signalement de la personne disparue. Procédure standard. J'ai croisé les bras. Et quoi? Tu crois que je le cache dans ma chambre d'amis? Le visage de l'officier est resté neutre. Nous ne vous accusons de rien, madame. Nous devons juste vous demander. Je soupirai en me frottant la tempe. Le mal de tête qui s'installait était incessant. Richard m'observa un instant, ses yeux s'adoucissant. Écoute, je sais que tu es en colère. Tu en as parfaitement le droit. Mais, c'est quand même ton fils. Je rencontrai son regard, sans broncher. Non. Il était mon fils. L'homme que tu as élevé avec moi? Il est mort au moment où il a décidé de me trahir. Richard tressaillit. Mais je m'en fichais. Les officiers ont terminé leurs questions et sont partis, présentant des excuses polies pour la perturbation. Richard est resté derrière. Pendant un long moment, nous sommes restés là, deux personnes liées par de vieilles cicatrices et des regrets encore plus anciens. Finalement, il a parlé. Tu sais. Je suis parti parce que je n'en étais pas capable. Je ne pouvais pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. J'étais une lâche. Je n'ai rien dit. Il continua, la voix plus basse. Mais toi, tu es resté. Tu t'es battu. Tu lui as tout donné. Un sourire amer tira mes lèvres. Et regardez comment ça s'est passé. Richard enfonça ses mains dans ses poches, les yeux baissés. Je ne demande pas pardon. Mais, si vous entendez quelque chose, faites-le-moi savoir. S'il vous plaît. J'ai hoché la tête. Plus pour moi que pour lui. Et puis il est parti. Je pensais que c'était la fin. Mais la vie ne vous laisse pas si facilement tomber. 2 jours plus tard, le colis est arrivé. Pas d'expéditeur. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une clé USB. Aucune note. Aucune explication. Juste une petite clé USB inquiétante posée là, me défiant de regarder. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Ce qui a joué à envoyer de la glace directement dans mes veines. C'était Ryan. Émacié. Mal rasé. Ses yeux étaient enfoncés. Sa voix était creuse. La vidéo tremblait, filmée dans ce qui ressemblait à une chambre de motel miteuse. Les murs étaient tachés et les rideaux tirés. « Maman, dit-il d'une voix rauque. Si vous regardez ça, alors je suis probablement parti. » Mon souffle s'est arrêté. « Je ne dis pas ça pour vous effrayer, a-t-il poursuivi, mais, j'ai tout perdu. L'argent. La maison. Mon mariage. Ma réputation. » Ses yeux brillaient. Était-ce à cause des larmes ou de l'épuisement? Je n'aurais su dire. Je t'ai accusé de tout, murmura-t-il. Mais la vérité, c'est que, j'ai détruit ma propre vie. Il s'arrêta, déglutissant difficilement. J'ai pensé à y mettre fin. Tout mon corps est bloqué. Je ne cherche pas à te culpabiliser, ajouta-t-il rapidement, mais, j'avais besoin de te le dire. Tu étais la seule personne à t'en soucier. Et j'ai tout gâché. La vidéo s'est coupée brusquement. Pas de fin. Pas d'adieu. Juste l'obscurité. Pendant longtemps, je suis resté assis là, figé. Toute la colère. La trahison. Les procès. Les mensonges. Et pourtant, mon cœur s'est à nouveau brisé. Parce que peu importe à quel point il était devenu tordu, quelque part, il y avait toujours le petit garçon brisé que je tenais dans mes bras il y a toutes ces années. Je ne savais pas quoi faire. Appeler la police? Le traquer? Faire comme si ce n'était plus mon problème? La vérité? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que la tempête n'était pas terminée. Et cette fois, je ne savais pas si l'un de nous survivrait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots de la vidéo de Ryan tournaient en boucle dans mon esprit, comme un disque rayé que je ne pouvais pas arrêter. Si vous regardez ça, je suis probablement parti. J'étais assis là, les yeux rivés sur l'écran noir de mon ordinateur, engourdi.
J'ai pensé à appeler la police. À signaler la vidéo. À faire quelque chose. Mais chaque fois que je prenais mon téléphone, ma main s'arrêtait à mi-chemin. Parce que sous la peur, il y avait l'épuisement. 30 ans. 30 ans de sacrifice. Pour le soutenir. De verser tout l'amour que j'avais dans un enfant qui, à chaque tournant, trouvait une nouvelle façon de me briser. Et maintenant ça. Je n'arrivais pas à décider s'il s'agissait d'une manipulation finale, ou d'un véritable appel à l'aide. Tout ce que je savais, c'est que je m'y noyais. Au lever du soleil. Au lever du soleil, je n'avais toujours pas bougé du canapé. Le café avait refroidi à côté de moi. Le jardin, juste devant la fenêtre, était baigné d'or. Mais j'avais l'impression d'être derrière une vitre, séparé du monde, le regardant évoluer tandis que je restais figé sur place. Finalement, je me suis levé. J'ai pris une douche. Je me suis habillé. Je me suis maquillé. Tous ces petits rituels pour faire semblant d'aller bien. Je suis allé en ville. J'ai fait des courses. J'ai souri poliment à la caissière. J'ai hoché la tête quand quelqu'un m'a complimenté sur mes boucles d'oreilles. Mais à l'intérieur, j'étais en train de m'effondrer. Cette nuit-là, j'ai regardé à nouveau la vidéo. Et encore. Et encore. À la recherche d'indices. De quelque chose que j'ai manqué. D'un indice sur l'endroit où il se trouvait. D'une raison de croire que ce n'était pas réel. J'ai fait des pauses sur les images. J'ai zoomé sur les ombres. J'ai vérifié les métadonnées d'horodatage. J'ai effectué des recherches d'images inversées sur l'arrière-plan. J'ai même appelé un ancien contact, un ancien technicien médico-légal pour l'État. Il me devait une faveur. 3 heures plus tard, il a rappelé. Le tournage a eu lieu dans un motel en bord de route près de Kamloops, a-t-il expliqué. En Colombie-Britannique. L'endroit est connu pour ses scènes douteuses. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Et je suis resté assis avec l'information comme si c'était une grenade sur mes genoux. Parce que maintenant j'avais le choix. Je pourrais y aller. Je pourrais prendre l'avion, trouver le motel, frapper aux portes, exiger des réponses. Peut-être même le retrouver. Peut-être trop tard. Ou je pourrais lâcher prise. Pendant des jours, j'ai lutté avec ça. J'ai fait des allers-retours. J'ai joué les deux fins dans ma tête comme des films concurrents sur 2 écrans, l'une où je l'ai sauvé, l'autre où je me suis sauvé moi-même. À la fin. Je ne suis pas monté dans cet avion. Non pas que je m'en fichais. Mais parce que j'ai enfin compris. Prendre soin de quelqu'un ne signifie pas se vider de son sang pour lui tendre des couteaux. J'ai transmis la vidéo aux autorités canadiennes. J'y ai inclus tout ce que je savais, le motel, le code temporel et son nom légal complet. Ensuite, j'ai appuyé sur envoyer. Et j'ai fermé l'ordinateur portable. Et je ne l'ai plus rouvert pendant une semaine. Le silence qui suivit semblait plus lourd que le bruit ne l'avait jamais été. Pas d'appel. Aucune mise à jour. Aucune confirmation. Juste de l'espace. Et dans cet espace, j'ai choisi de vivre. J'ai planté de nouveaux hortensias. J'ai fait de longues promenades le long de la plage. J'ai repeint la chambre d'amis. J'ai appris à faire du levain. Et pour la première fois depuis des années. Je ne survivais pas pour quelqu'un d'autre. Je vivais pour moi. Les semaines passèrent. Puis des mois. Et un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Indicatif régional canadien. Je l'ai regardé fixement. Laissez-le sonner. Et je n'ai pas répondu. Pas par colère. Pas par peur. Mais parce que, finalement, j'ai compris. Je ne devais plus rien au passé de mon présent. Je n'avais toujours pas pris de décision, mais la vie a une drôle de façon de nous forcer la main. À 8h30 précise, mon téléphone a de nouveau sonné à un numéro inconnu. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, la voix rauque après des heures de silence. Bonjour. Un silence. Puis une voix de femme, douce, prudente, tendue par l'inquiétude. Est-ce Margaret Pierce? Oui. Qui est-ce? La femme hésita, puis poursuivit, je suis l'inspectrice Sarah Klein. J'appelle de la police de Vancouver. Mon cœur s'est serré. Nous avons trouvé votre fils.
Je m'agrippai au bord du comptoir, mes genoux menaçant de lâcher. Est-ce qu'il... Je n'ai pas pu terminer la phrase. Il est vivant, dit-elle rapidement, mais c'est compliqué. Je me suis assis, la tension s'évacuant de mon corps, pour être remplacé par un nouveau nœud de confusion. Où est-il? Elle expira. À l'hôpital Saint-Mathieu. Il a été admis il y a 2 nuits. Déshydratation sévère, malnutrition, crise de santé mentale. Le personnel du motel l'a trouvé. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi avait envie de hurler au plafond, de jeter des objets, de pleurer, mais tout ce qui en sortit fut un rire calme et amer. Bien sûr. Même maintenant, même au plus bas, il n'arrivait pas à se relever. Il devait m'entraîner dans cette épreuve. La détective s'éclaircit la gorge. Je vous appelle simplement parce qu'il vous a inscrit comme proche parent. Légalement, vous avez le droit d'être impliqué, ou non. C'est votre choix. Ma bouche était sèche pendant que je parlais. Est-il conscient? À peine, admit-elle, mais il t'a demandé. Les mots frappent comme un coup de poing dans la poitrine. Tu m'as demandé? Je voulais croire que cela signifiait quelque chose, mais l'expérience m'avait appris qu'il n'en était rien. Pourtant, je ne pouvais pas l'ignorer. Je serai sur le prochain vol, murmurai-je. Et comme ça, j'étais de retour dans le cycle. Quelques heures plus tard, j'étais à l'aéroport, billet en main, me demandant comment j'avais bien pu revenir ici. Dans l'avion, je ne remarquais presque pas les heures passées. Mon esprit s'emballait, des images de Ryan bébé, des visites à l'hôpital, de son petit corps fragile branché à des machines, des nuits où je le tenais dans mes bras, priant pour sa survie. Et maintenant, nous y étions. La boucle était bouclée. À mon arrivée à l'hôpital, la réceptionniste m'a guidé à travers des couloirs stériles, bourdonnant de néons au-dessus de ma tête. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant la chambre 214. L'inspecteur m'attendait. Prends ton temps, dit-elle doucement, mais sois préparé. Préparé, murmurai-je. Je n'étais pas sûr que quiconque puisse être préparé à ça. Je suis entré. La pièce sentait l'antiseptique. Les stores étaient baissés. Les machines émettaient de légers bips. Et il était là, Ryan. Maigre. Pâle. Les yeux enfoncés dans son visage. Ses bras étaient jonchés de perfusion et de sparadrap. Je l'ai à peine reconnu. Mais ses yeux, ces mêmes yeux noisettes que je voyais autrefois sortir de sous les couvertures la nuit, étaient toujours les siens. Il m'a regardé, le visage décomposé. Et pendant un instant, il n'était plus le manipulateur. Il n'était plus le menteur. Il n'était plus l'homme qui essayait de me détruire. Il n'était plus que mon petit garçon brisé. Maman, dit sa voix brisée. J'ouvris la bouche, mais rien ne sortit. Il tendit faiblement la main vers moi, tremblant. Malgré tout, je m'approchai, m'assis à côté de lui et lui pris la main. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui nous a semblé une éternité. Finalement, il murmura, « Je suis désolé. » 2 mots. Trop peu, trop tard. Mais aussi tout. Des larmes me perlèrent aux yeux. Je ne lui avais pas pardonné. Pas entièrement. Mais à cet instant, j'ai compris que le pardon n'était peut-être pas le but. La compréhension était. Je lui ai serré doucement la main et, pour la première fois depuis très longtemps, nous étions assis là. Mère et fils. 2 êtres brisés essayant, pour une fois, de recoller les morceaux. Je ne savais pas où nous allions aller à partir de maintenant. Mais j'étais sûr d'une chose. Ce n'était pas la fin. C'était autre chose. Peut-être pas de l'espoir. Mais peut-être son fragile début. Je n'avais toujours pas pris de décision. Mais la vie a une drôle de façon de vous forcer la main. À 8h30 précise, mon téléphone a de nouveau sonné à un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, la voix rauque après des heures de silence. Bonjour. Une pause. Puis une voix de femme, douce, prudente, tendue par l'inquiétude. Est-ce Margaret Pierce? Oui. Qui est-ce? La femme hésita, puis poursuivit, je suis l'inspectrice Sarah Klein. J'appelle de la police de Vancouver. Mon cœur s'est serré. Nous avons trouvé votre fils. Je m'agrippai au bord du comptoir, mes genoux menaçant de lâcher. Est-ce qu'il... Je n'ai pas pu terminer la phrase. Il est vivant, dit-elle rapidement,
Mais c'est compliqué. Je me suis assis, la tension s'échappant de mon corps, remplacée par un nouveau nœud de confusion. Où est-il? Elle expira. À l'hôpital Saint-Matthews. Il a été admis il y a 2 nuits de déshydratation sévère, malnutrition, crise de santé mentale. Le personnel du motel l'a trouvé. Je fermais les yeux. Une partie de moi avait envie de crier au plafond, de jeter quelque chose, de pleurer. Mais tout ce qui en sortit fut un rire calme et amer. Bien sûr. Même maintenant, même au plus bas, il n'arrivait pas à se relever. Il devait m'entraîner dans cette aventure. La détective s'éclaircit la gorge. Je vous appelle simplement parce qu'il vous a inscrit comme proche parent. Légalement, vous avez le droit d'être impliqué, ou non. C'est votre choix. J'avais la bouche sèche tandis que je murmurais, est-il conscient? De justesse, admis-elle. Mais, il t'a demandé. Les mots frappent comme un coup de poing dans la poitrine. Il m'a demandé. Je voulais croire que cela signifiait quelque chose, mais l'expérience m'avait appris qu'il n'en était rien. Pourtant, je ne pouvais pas l'ignorer. Je serai sur le prochain vol, murmurai-je. Et comme ça, j'étais de retour dans le cycle. Quelques heures plus tard, j'étais à l'aéroport, billet en main, me demandant comment j'étais bien arrivé ici. Dans l'avion, les heures passaient comme un éclair. Mon esprit s'emballait, des images de Ryan bébé, des visites à l'hôpital, de son corps fragile branché à des machines, des nuits où je veillais à le tenir dans mes bras, priant pour sa survie. Et maintenant, nous y étions. La boucle était bouclée. À mon arrivée à l'hôpital, la réceptionniste m'a guidé à travers des couloirs stériles. Le bourdonnement des néons résonnait au-dessus de ma tête. Nous nous sommes finalement arrêtés devant la chambre 214. Le détective attendait. « Prends ton temps, dit-elle doucement. Mais sois préparé. » Prêt? Je n'étais pas sûr que quiconque puisse l'être. Je suis entré. La pièce sentait l'antiseptique. Les stores étaient tirés. Les machines émettaient de légers bips. Et il était là, Ryan. Maigre. Pâle. Les yeux enfoncés dans son visage. Les bras couverts de perfusion et de sparadrap. Je l'ai à peine reconnu. Mais ces yeux noisettes qui autrefois sortaient de sous les couvertures la nuit, étaient toujours les siens. Il m'a regardé et pendant un instant, son visage s'est effondré. Il n'était pas le manipulateur. Ni le menteur. Ni l'homme qui a essayé de me détruire. Il n'était plus que mon petit garçon brisé. « Maman », dit sa voix brisée. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il tendit la main vers moi, faiblement, la main tremblante. Et malgré tout, je me suis rapproché, je me suis assise à côté de lui et j'ai tenu sa main. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui nous a semblé une éternité. Finalement, il murmura, « Je suis désolé. » 2 mots. Trop peu, trop tard. Mais aussi, tout. Des larmes piquaient au coin de mes yeux. Je ne lui ai pas pardonné, pas entièrement. Mais j'ai alors compris que le pardon n'était pas le but. La compréhension était. Je lui ai serré doucement la main. Et pour la première fois depuis très longtemps, nous étions assis là, mère et fils. 2 êtres brisés, essayant, une seule fois, de recoller les morceaux. Je ne savais pas où nous allions à partir de là. Mais je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas la fin. C'était autre chose. Peut-être pas de l'espoir, mais peut-être son fragile début. Les hôpitaux ont cette étrange façon de ralentir le temps. Les bips des machines, l'air stérile, le faible bourdonnement des voix résonnant dans le couloir. J'étais assise près du lit d'hôpital de Ryan, écoutant sa respiration saccadée, mes doigts encore lâchement enroulés autour de sa main froide et moite. J'avais l'impression qu'il était complètement vidé de sa vie. Et peut-être que, d'une certaine manière, c'était le cas. Après tout ce qui s'est passé ou les mensonges, les procès, le cirque sur Internet, le voir ainsi, réduit à l'état d'os et de bleu, a tordu quelque chose en moi auquel je n'étais pas préparé. De la pitié? Peut-être. Culpabilité? Peut-être. Mais surtout, l'épuisement. Je ne voulais plus me battre. Je ne voulais plus le haïr. Ni l'aimer. Ni m'expliquer avec lui. Je voulais juste la paix. Le médecin entra discrètement, un presse-papier à la main, offrant un sourire compatissant. Son état est stable, pour l'instant, a-t-elle dit.
Mais sa santé mentale, c'est une autre histoire. Il a besoin d'un traitement. D'une thérapie. Peut-être d'une hospitalisation. J'ai hoché la tête distraitement, à peine capable de traiter ses paroles. Elle hésita. Êtes-vous sa seule famille? La question m'a frappé comme une pierre dans les côtes. Techniquement non. Mais en pratique, oui. Britney était partie. Ses soi-disant amis avaient disparu quand l'argent s'était tari. Ses parents biologiques n'avaient jamais voulu de lui. Ce qui m'a laissé. Toujours moi. J'ai expiré en me frottant la tempe. Ouais. Il n'a que moi. Le médecin m'a tapoté doucement l'épaule. Prenez votre temps. Nous vous soutiendrons, quelle que soit votre décision. Ce mot « décision » pesait lourd sur ma poitrine. Quelle décision fallait-il prendre? S'éloigner à nouveau? Couper les ponts pour de bon? Ou, faire ce que j'ai toujours fait. Ramasser les morceaux de son désordre. Je m'appuyais contre le mur carrelé froid, fermant les yeux, laissant le poids de tout cela s'enfoncer. Pendant si longtemps, j'ai cru que le couper était la solution, choisir la paix plutôt que le chaos. Me protéger. Mais en me tenant là, j'ai réalisé que ce n'était pas noir ou blanc. Cela n'a jamais été le cas. C'était mon fils. Adopté ou non. Un menteur, un manipulateur, un désastre ambulant, mais aussi le petit garçon effrayé que j'ai trouvé abandonné il y a tant d'années. Je n'ai pas pu réécrire le passé. Je n'ai pas pu effacer la douleur. Mais peut-être, juste peut-être, je pourrais décider de la manière dont se déroulerait le prochain chapitre. Quand je suis retourné dans sa chambre, il dormait. Je m'assis à côté de lui, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, mon esprit tourbillonnant à travers toute une vie de souvenirs. La première fois qu'il m'a appelé « maman ». Les nuits à l'hôpital. Les sacrifices. La trahison. Le chagrin. Tout était là. Entrelacé. Désordonné. Humain. Je ne savais pas si je pourrais un jour l'aimer à nouveau de la même manière. Mais je savais une chose, je ne l'abandonnerais pas. Pas complètement. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'assistante sociale de l'hôpital et j'ai organisé son transfert vers un établissement de soins de longue durée. Un endroit sûr. Structuré. Assez loin pour que je puisse respirer, mais assez près pour garder un œil sur lui. Ryan n'était pas content quand ils le lui ont dit. Il m'a regardé avec un regard noir, une lueur de ressentiment dans les yeux. « Tu m'enfermes » s'exclama-t-il d'une voix faible mais plus aiguë à présent. « Non » dis-je calmement. « Je te garde en vie. » Sa mâchoire se serra. « Je n'ai pas besoin de ton aide. » Je me suis penché, la voix ferme. « Tu ne veux pas de mon aide. Mais tu en as besoin. Et que tu le veuilles ou non, je reste ta mère. » Il ricana et se tourna vers le mur. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas essayé de le convaincre. Parce que cette fois, je ne cherchais pas l'approbation. Je prenais des décisions, pour moi et pour la part fragile de lui qui s'accrochait encore à la survie. Les semaines qui suivirent furent calmes. Je suis rentré chez moi dans ma villa, j'ai entretenu mon jardin, joué du piano, laissé la lumière du soleil se répandre à travers les fenêtres et sur les planchers de bois franc. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable d'avoir choisi la paix. Je prenais régulièrement des nouvelles de l'établissement. Il s'adaptait lentement, à contre-cœur. Le médecin a dit que cela prendrait du temps. Peut-être des années. Peut-être une éternité. Mais c'était désormais son combat. Le mien était enfin le mien. Un matin, alors que je sirotais un café sur ma terrasse, mon téléphone a vibré. Un texte. Ryan. Je ne te pardonne toujours pas. Mais merci de ne pas m'avoir laissé mourir. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis, d'une main ferme, j'ai tapé. Je n'ai pas besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu survives. Ça suffit. J'ai appuyé sur envoyer. Et c'était le premier échange honnête que nous avions depuis des années. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était ni propre ni joli. Mais c'était un progrès. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le progrès est un mot tellement drôle. Cela paraît plein d'espoir, positif, comme s'il y avait une ligne droite entre la blessure et la guérison. Mais si la vie m'a appris quelque chose, c'est que le progrès est chaotique.
C'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ce sont des jours heureux entrecoupés de jours insupportables. Et parfois, la paix ne réside pas dans l'absence de douleur. Il s'agit juste d'apprendre enfin à vivre avec. Les mois qui ont suivi le message de Ryan ont été plutôt calmes. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant un certain temps. Mais toutes les 2 ou 3 semaines, l'établissement m'appelait pour me donner des nouvelles. Séance de thérapie. Ajustement de médicaments. Petits signes d'amélioration ou de contretemps. Et moi? Je me suis enfin concentré sur la vie. Vivre vraiment. La villa est devenue mon sanctuaire. Le jardin s'est épanoui, rosiers, lavande, glycine rampant le long des treilles. Je me suis remis à la peinture. J'ai animé des clubs de lecture avec des femmes qui se fichaient de mon passé ou de mon compte en banque, juste du bon café et de belles conversations. J'ai appris à être moi-même. Ni la mère de Ryan, ni la femme de ménage devenue millionnaire. Juste Margaret. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait encore les murmures de vieilles connaissances, les regards à l'épicerie, et parfois un inconnu qui me reconnaissait dans ce chaos viral qu'était autrefois ma vie. Mais j'ai arrêté de me laisser ronger par ce chaos. J'avais mérité ma place ici. Et personne ne me l'enlèverait. Jusqu'à ce qu'un soir, la sonnette retentisse. Il était tard. Trop tard pour les livraisons. Trop tard pour les visiteurs. Je m'approchai prudemment de la porte, le cœur serré. À travers le Judas, je le vis. Ryan. Encore plus mince. Pâle. Mais différent. Cette fois, il n'y avait aucune suffisance. Aucune arrogance. Aucune rage ne couvait sous la surface. Juste de l'incertitude. Et peut-être, la plus petite lueur d'humilité. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Nous sommes restés là un moment, la brise fraîche du soir nous effleurant, apportant le léger parfum de glycine du jardin. Il bougeait maladroitement, les mains fourrées dans les poches de sa veste. « Je ne suis pas venu pour causer des ennuis, dit-il doucement. Je te le promets. » J'ai haussé un sourcil, les bras croisés. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Ses yeux se posèrent sur le sol. J'ai été libéré. Je vais mieux. Mon médecin a pensé que je devrais peut-être affronter la situation. Fermer certaines portes. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Il croisa mon regard, déglutissant difficilement. Je sais que j'ai tout gâché. Et je ne te demande pas d'oublier ça. Ni de faire comme si de rien n'était. Un silence. Mais je te dois la vérité. Cela m'a pris au dépourvu. J'ai penché la tête, curieux malgré moi. Quelle vérité? Ryan expira en tremblant. Ce n'était pas seulement l'argent. Ni la maison. Ni l'héritage. C'était moi. Je fronçai les sourcils. Que veux-tu dire? Il se frotta la nuque, ses yeux s'assombrissant de regret. Je me détestais. D'être moi-même. D'avoir été adopté. D'avoir été abandonné. Je détestais ne pas être à la hauteur de mes parents biologiques. Ne pas être à la hauteur de papa. Même avec tout ce que tu m'avais donné, je me sentais toujours inutile. Je suis resté silencieux. L'ancien moi se serait précipité pour combler le silence de paroles rassurantes. Mais la femme qui se tenait là maintenant, elle le laissait s'asseoir là. Parce que ce n'était plus mon travail de réparer ces morceaux cassés. Après un moment, Ryan a continué. Je t'en ai voulu. Parce que c'était plus facile que de me regarder en face. J'ai tout déformé. Je t'ai blessé. J'ai menti sur toi. J'ai essayé de te détruire. Sa voix se brisa. Ses yeux brillèrent de larmes retenues. Et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux dire. Je suis désolé. Les mots flottaient entre nous. Vrai. Brut. Et pour la première fois, sincère. J'ai expiré lentement, mes épaules se relâchant un peu. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas si le pardon était possible. Mais je savais une chose, c'était la première fois qu'il me montrait l'homme que j'espérais qu'il deviendrait. Ni parfait, ni figé. Mais honnête. J'ouvris un peu plus la porte, faisant un signe de tête vers la balançoire du porche. Assieds-toi, dis-je doucement. On n'entre pas encore.
Mais, on peut parler. Il cligna des yeux, surpris, puis acquiesça. Nous sommes restés assis en silence un moment, la nuit s'installant autour de nous comme une lourde couverture. Plus de cris. Plus de manipulation. Juste deux êtres imparfaits et blessés essayant d'affronter le désordre ensemble. Ce n'était pas une page blanche. Mais peut-être, c'était le début d'une histoire. Nous avons parlé pendant des heures. Pas de cris. Pas d'accusations. Pas d'avocat sur le dos. Juste des mots. Certains sont amers. Certains sont brisés. Certains sont étonnamment doux. Pour la première fois, Ryan ne parlait pas comme une victime. Ni comme un manipulateur. Ni comme un homme aux intentions cachées. Il parlait comme un fils. Il essayait, en tâtonnant, de redevenir humain. Je l'écoutais démêler des morceaux de son passé que je ne connaissais pas. Le harcèlement à l'école. Les murmures incessants, tu n'es pas vraiment leur enfant. Le ressentiment silencieux qui se construisait à chaque regard en coin, à chaque sourire suffisant de ceux qui connaissaient la vérité. Je détestais me sentir différent, admis-il en fixant le plancher. Je détestais que, malgré tout ce que tu me donnais, je ne me suffisais toujours pas. Ni pour moi-même, ni pour le monde. Je suis resté silencieux, mes doigts traçant le bord de ma tasse à café. Je voulais lui dire qu'il avait tort. Qu'il était suffisant. Que tous mes sacrifices n'étaient pas vains. Mais la vérité? Je ne pouvais pas le forcer à croire ça. Je ne pouvais pas réparer les fissures dans ses fondations. C'était son fardeau à porter. Ce que je pouvais faire, c'était être honnête. Tu n'as jamais eu à te contenter du monde, dis-je doucement. Il fallait juste être convenable. Gentil. Honnête. Je m'arrêtai, mes yeux fixés sur les siens. C'est là que tu m'as laissé tomber. Ses épaules se tendirent. Mais il n'a pas discuté. Et ça, c'était un progrès. Nous nous sommes assis à nouveau en silence, la lune suspendue bas dans le ciel, projetant une lumière argentée sur le jardin. Après un moment, il a finalement demandé, « Penses-tu que nous nous en sortirons un jour ?» J'y ai réfléchi. Une trentaine d'années de sacrifices. Les mensonges. Les procès. L'humiliation publique. La trahison. J'ai repensé aux nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Aux mois où j'ai remis en question chaque décision. Aux années où j'ai pensé que je n'étais pas à la hauteur. Puis je l'ai regardé, émacié, meurtri, mais enfin débarrassé de son arrogance et de son sentiment de droit. Finalement, juste Ryan. Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être. Peut-être pas. Il hocha lentement la tête, acceptant cette réponse. Et c'était libérateur. Parce que pour la première fois, aucun de nous ne faisait semblant. Pas de fausses promesses. Pas d'excuses bidons. Pas de pression pour que ce désastre se termine bien et heureusement. Nous n'étions que deux personnes debout sur les décombres de ce qui était autrefois une famille, essayant de déterminer si nous pouvions reconstruire. Ou partir tout simplement. Et honnêtement, les deux options me semblaient acceptables. Finalement, il s'est levé pour partir. Je devrais y aller, marmonna-t-il, maladroit et incertain. Je l'ai suivi jusqu'à la porte, le regardant s'attarder. Finalement, il a parlé. Merci de ne pas m'avoir refusé. J'ai souri faiblement. J'ai failli le faire. Il rigola doucement, enfonçant ses mains dans ses poches. Des chiffres. Un instant passa. Puis il se retourna et s'éloigna. Je l'ai regardé disparaître dans la rue calme, le bruit de ses pas s'estompant dans la nuit. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni peur, ni colère, ni chagrin. Je me suis senti soulagé. Parce que nous résolvions ce problème ou non. J'étais enfin libéré de ce poids. Libre de vivre. Pour moi. Pour le jardin. Pour la musique. Le café du soir et les promenades au lever du soleil. Pour la femme que j'ai tant lutté pour devenir. L'histoire de Ryan? C'était à lui de la terminer. Le mien n'était pas encore terminé. Et cette fois, c'était à moi. C'est étrange, n'est-ce pas? Le silence peut paraître si fort une fois le bruit terminé. Les semaines qui ont suivi la visite de Ryan ont filé comme une douce marée. Pas de drame. Pas de scandale. Pas de police à ma porte. Juste du calme.
Je me réveillais au chant des oiseaux qui flottaient à travers les fenêtres ouvertes, je préparais une cafetière de café torréfié foncé, je m'occupais de mes roses, je jouais un peu de piano lorsque le soleil se répandait juste à travers le bois dur. Pour la première fois, j'avais l'impression que ma vie n'était pas un champ de bataille. C'était à moi. Vraiment à moi. J'ai encore reçu des nouvelles occasionnelles de l'établissement de soins. Ryan n'habitait plus là. Il avait trouvé un petit appartement en colocation à proximité. Il avait trouvé un emploi à temps partiel. Dans une librairie, de tous les endroits. Cela m'a fait sourire, amèrement au début. Car le même homme qui avait tenté de se faire passer pour ma victime, apprenait enfin à voler de ses propres ailes. Je n'ai pas tendu la main. Lui non plus. Et cet espace calme entre nous, était la chose la plus saine que nous nous soyons jamais donnée. J'ai continué à vivre. J'ai vendu les villas. J'ai investi l'argent. J'ai suivi un cours de cuisine avec Monica, qui était devenue, étonnamment, une amie chère. J'ai même recommencé à peindre. Gravement. Mais avec joie. Et pour une fois, personne ne m'attendait à l'échouer. Personne ne murmurait dans mon dos. Personne ne me voyait comme le fruit de mes erreurs ou de mes sacrifices. Ils m'ont vu. Marguerite Pierce. La femme qui a traversé l'enfer, et s'est acheté une meilleure adresse de l'autre côté. Un matin d'automne frais, alors que j'étais assis au bord du lac, carnet de croquis à la main, mon téléphone a vibré avec un message. C'était Ryan. Juste 2 mots. Merci. C'était ça. Aucune exigence. Aucune manipulation. Aucune excuse pour adoucir les angles. Juste un remerciement. Je fixais l'écran pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus du clavier. Pendant une seconde, j'ai failli répondre. Mais je ne l'ai pas fait. Ni par colère, ni par amertume. Mais parce que je n'en avais pas besoin. Je ne lui devais rien. Ni mon argent, ni ma paix, ni même mon pardon. J'ai posé le téléphone, glissé le carnet de croquis sous mon bras et me suis dirigé vers le chemin sinueux qui menait à ma villa. La brise transportait le doux parfum des roses et de la terre humide. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, projetant une lumière tachetée le long du gravier. Et pour la première fois depuis plus de 30 ans. Je n'étais pas la mère de quelqu'un. Ni la gouvernante. Ni la méchante. Ni l'héroïne. J'étais juste moi. Marguerite. Survivant. Et j'étais enfin libre. Plus besoin d'attendre la prochaine catastrophe. Plus besoin de se laisser submerger par les attentes des autres. Juste la vie. Calme. Beau. Désordonné. Le mien. Et si jamais Ryan trouvait sa voie vraiment, peut-être qu'un jour nous nous reparlerions. Mais ce chapitre, il n'était pas encore écrit. Et pour la première fois, j'étais parfaitement d'accord avec ça. Parce que j'avais ma propre histoire à vivre maintenant. L'histoire qui a commencé le jour où j'ai arrêté de supplier pour l'amour. Et finalement, je me suis finalement choisi. Et ça, c'était la meilleure fin à laquelle je ne m'attendais pas.